Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet hyper chaud, l'énergie. Et oui, cette force invisible qui fait tourner le monde est aussi celle qui peut le sauver, ou pas. On va découvrir ensemble comment. Pourquoi parler d'énergie? Chaque fois qu'on utilise de l'énergie venant du pétrole, du charbon ou du gaz naturel, eh bien on envoie du CO2 dans l'air. Et ce fameux gaz donne des sueurs froides à notre planète. Comprendre l'énergie, c'est donc tenir la clé pour potentiellement sauver notre monde. Alors, c'est quoi l'énergie? Imaginez que c'est une superpuissance derrière tout ce qui bouge, change ou se transforme autour de nous. Eh bien, c'est la capacité à faire bouger les choses, à faire du travail et à provoquer du changement. Sans énergie, eh bien, le monde serait littéralement sur pause. Et donc, le changement, c'est quoi? Eh bien, observons autour de nous. Tout change tout le temps, que ce soit le jour qui se lève ou cette magnifique pivoine que vous voyez s'ouvrir. Eh bien, ces changements peuvent être petits ou grands, lents ou rapides. Et on va parler de changements modérés, c'est les petits changements, quand il fait un peu plus chaud, un peu plus froid. On va regarder dehors ou dedans. Ça va affecter notre quotidien, mais ça ne va pas bouleverser radicalement la nature des choses. Alors par contre, un changement radical, là c'est un gros changement, une révolution. Quand quelque chose change de forme, de structure, de composition, c'est ce qu'on appelle une transformation. Et ces transformations radicales, dans la nature, peuvent être extraordinaires, comme beaucoup moins plaisantes. Alors vous connaissez tous la glace, non? Mettez-la au soleil et elle se transforme en eau. C'est simple, mais magique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle une transformation physique. Rien ne change dans sa composition, mais c'est juste son état. Maintenant, accrochez-vous. Savez-vous que le graphite de vos crayons et les diamants de vos bijoux sont faits de la même matière, le carbone? Sous une pression et une température extrême, comme celle qu'on retrouve dans le manteau terrestre, eh bien le graphite banal peut se transformer en un brillant diamant. Vous voyez qu'une transformation dans la nature, ça peut être de la haute couture. Alors plus généralement, dans les transformations physiques, on a deux grandes catégories de transformations. On va dire les transformations endothermiques et exothermiques. Les transformations endothermiques sont des processus qui absorbent de l'énergie. Par exemple, la sublimation, vous passez de l'état solide à l'état gazeux, là on a besoin de fournir de l'énergie. C'est pareil pour l'expansion thermique, l'augmentation du volume est souvent due à une augmentation de température, c'est-à-dire un apport d'énergie. Même chose pour la vaporisation, ça comprend l'évaporation, l'ébullition, c'est ce qui représente le passage lent ou rapide de l'état liquide à l'état gazeux. A noter que l'on parle de fusion dans le passage de l'état solide à l'état liquide. Ici, il est important de préciser que cette fusion n'a rien à voir avec la fusion nucléaire, qui est une réaction nucléaire où les noyaux atomiques se combinent pour former un noyau plus lourd, avec une libération d'énergie. Donc les transformations exothermiques libèrent de l'énergie. Alors voici quelques exemples. La condensation, c'est le passage de l'état gazeux à l'état liquide. Ici, la solidification, le passage de l'état liquide à l'état solide. Et la contraction thermique, c'est la réduction du volume due à une diminution de température. Donc nous avons également des transformations physiques neutres qui n'impliquent ni absorption ni libération notable d'énergie. On le retrouve dans le changement de forme, par exemple. Couper, plier ou mouler une substance, on ne peut pas forcément associer un bilan énergétique. Et c'est pareil en magnétisme. La magnétisation ou la démagnétisation, ce sont des changements d'état dans l'état magnétique d'un matériau qui n'échangent pas ou peu d'énergie. Alors, toutes ces transformations physiques sont généralement réversibles. Contrairement aux transformations physiques, les transformations chimiques modifient la nature même des substances impliquées. L'explosion, par exemple. L'explosion, c'est une transformation chimique rapide et violente. Elle va libérer une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur, de lumière et de gaz. Et donc, les substances initiales se transforment en de nouveaux produits, souvent gazeux. La précipitation se produit lorsque deux solutions sont mélangées et forment un solide insoluble, on l'appelle le précipité, et il va se déposer dans la solution. Cela indique qu'il y a une réaction chimique où il y a de nouveaux composés qui se sont formés. Alors les dégagements gazeux, ils sont observés lorsque vous voyez des bulles de gaz qui se forment lors d'une réaction chimique. Par exemple, lorsque des acides réagissent avec des métaux ou des carbonates, ils libèrent souvent des gaz comme l'hydrogène ou le fameux dioxyde de carbone.
Alors, les changements d'odeur peuvent indiquer une réaction chimique. Lorsqu'une substance est transformée chimiquement, elle peut produire des nouvelles molécules volatiles qui ont des odeurs distinctes, signalant la formation d'un nouveau produit. Alors, ces transformations chimiques sont bien sûr fondamentales dans de nombreux processus industriels. Elles sont souvent irréversibles, contrairement aux transformations physiques, car elles impliquent la formation de nouvelles substances. Alors, on peut présenter les différentes transformations chimiques en les classant principalement en transformations endothermiques et exothermiques. C'est la même chose qu'on a fait pour les transformations physiques. Et donc, dans les transformations endothermiques, c'est-à-dire, je vous rappelle, celles qui absorbent de l'énergie, eh bien, on va retrouver généralement les réactions de synthèse, de substitution, de décomposition, alors que les transformations exothermiques, qui libèrent de l'énergie, on associe cela à la combustion, qui va produire le CO2, l'oxydation, comme la corrosion par exemple, ou la neutralisation que l'on voit en électrochimie, et les réactions de déplacement chimique. Et on parle de réactions mixtes pour certaines réactions qui peuvent avoir des caractéristiques de deux types, comme la double synthèse et certaines réactions de substitution qui sont plus complexes. Alors on va passer aux transformations biologiques. On va parler maintenant de la métamorphose. Une chenille qui devient papillon. C'est comme un super-héros qui change de costume dans une cabine téléphonique, sauf que c'est encore plus fascinant parce que c'est réel. Et maintenant, le star du shift de la transformation, c'est aussi la photosynthèse. Les plantes prennent la lumière du soleil et dans leur chloroplaste utilisent cette énergie pour transformer l'eau et le CO2 en oxygène et en glucose. Ce n'est pas seulement génial, c'est essentiel car toutes ces transformations alimentent la chaîne alimentaire et régulent les cycles de vie sur Terre. Donc vous voyez que la photosynthèse, ça peut être à la fois une transformation physique, chimique, biologique, c'est tout un écosystème. Alors on peut effectuer le même classement énergétique pour les transformations biologiques. Notre corps est une usine ultra high-tech avec plein de machines qui travaillent jour et nuit pour nous garder en forme, en bonne santé. Alors regardons d'abord les transformations endothermiques qui absorbent de l'énergie. On l'a déjà vu, la photosynthèse, les plantes prennent l'énergie solaire et la transforment en énergie chimique, un peu comme si elles rechargeaient leur batterie avec le soleil. L'anabolisme ici, c'est la création de molécules complexes à partir de molécules plus simples. Imaginez des Legos. Vous prenez des petites briques et vous construisez quelque chose de plus grand, de plus complexe. Et pour ça, l'organisme a besoin d'énergie. De même, lorsque les plantes absorbent l'azote de l'air et le transforment en nutriments essentiels pour leur croissance, ils ont besoin là aussi d'énergie. La biosynthèse des protéines est énergivore. Nos cellules prennent des acides aminés, c'est-à-dire les petites briques, et fabriquent des protéines, oui, des énormes bâtiments. Alors notre corps grandit et se répare constamment. Chaque fois que nos cellules se divisent, c'est une opération minutieuse qui demande beaucoup d'énergie. Alors ensuite, il y a les transformations exothermiques qui libèrent de l'énergie. Vous imaginez des feux d'artifice dans votre corps qui libèrent de l'énergie pour que vous puissiez bouger, penser et grandir. Vous avez la respiration cellulaire. C'est comme notre centrale énergétique. Elle convertit les glucides et l'oxygène en énergie, c'est-à-dire en ATP, en eau et en dioxyde de carbone. Quand il n'y a pas assez d'oxygène, notre corps utilise la fermentation pour produire de l'énergie. C'est comme notre réserve d'énergie de secours. Alors pour le catabolisme, ici, les molécules complexes sont décomposées en molécules plus simples, libérant de l'énergie. C'est un peu comme démolir un grand bâtiment pour en récupérer les briques et l'énergie. Et enfin, il y a les transformations mixtes qui peuvent être soit endothermiques, soit exothermiques, selon les besoins. Par exemple, la digestion, c'est un processus complexe où notre corps utilise des acides et des enzymes pour décomposer des aliments en nutriments. Pensez à des petits robots qui ont besoin d'énergie pour démanteler votre repas, mais pour en extraire de l'énergie. Donc vous voyez la complexité. Les réactions immunitaires sont aussi un bel exemple de complexité. Notre corps combat les envahisseurs, comme les virus ou les bactéries. C'est une bataille qui va être énergivore, mais essentielle, et on peut gagner comme perdre à ce petit jeu. Et si je reviens à notre exemple de la métamorphose du papillon, c'est tout un système de transformation qui est mis en symbiose. La métamorphose nécessite des processus endothermiques, comme une biosynthèse extensive et une division cellulaire. Mais ça nécessite aussi des transformations mixtes. La chenille consomme beaucoup de nourriture pour stocker de l'énergie pour la métamorphose. Et le système immunitaire, il doit être fort
pour protéger l'organisme pendant la métamorphose. Alors, tout comme les transformations biologiques sont essentielles pour la vie sur Terre, les transformations informatiques jouent un rôle crucial dans notre monde numérique. Passons maintenant de la danse des molécules et des cellules à la symphonie des données et des algorithmes. Imaginez un grand ordinateur. Pour résoudre des puzzles gigantesques de données, il a besoin de beaucoup d'énergie. C'est des énergies de calcul pour transformer des montagnes de données brutes en informations utilisables. En ce sens, c'est une transformation endothermique, car elle consomme beaucoup d'énergie pour analyser, traiter, interpréter ces données complexes. C'est comme chauffer un four pour cuire une pizza. Sans énergie, rien ne se passe. Alors, une fois que le puzzle est résolu, l'ordinateur diffuse les résultats. Alors, imaginez cela comme le moment où un artiste dévoile son chef-d'œuvre à un public. Toute l'énergie utilisée pour créer est maintenant libérée sous forme de connaissances et d'impact. Cette étape peut être vue comme exothermique car la publication et le partage des résultats va libérer une énergie de connaissance. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre, instantanément tout devient clair et visible. Il en est de même pour les transformations économiques. Imaginez une entreprise, comme une jeune plante dans un jardin. Pour qu'elle pousse et prospère, elle a besoin de ressources, de l'eau, de la lumière, du soleil et des nutriments. Et bien dans le monde économique, ces ressources, ce sont l'énergie financière, les investissements en capitaux. Lorsque l'entreprise absorbe ces ressources, c'est comme si elle absorbait de l'énergie pour grandir. Cet investissement est une transformation endothermique car il nécessite l'apport de capitaux, de ressources financières pour nourrir et soutenir la croissance future de l'entreprise. Alors une fois que l'entreprise a bien grandi, elle commence à récolter les fruits de son travail et elle génère des profits. Imaginez ce moment comme la floraison d'une plante ou mieux encore comme la récolte de fruits mûrs. Toute l'énergie absorbée et utilisée pour croître est maintenant libérée sous forme de profit. Cette étape est exothermique car l'énergie financière, sous forme de bénéfices, est libérée dans l'économie. Alors en reliant ces concepts à des images vivantes et compréhensibles, vous voyez que les transformations économiques suivent un cycle naturel d'absorption et de libération d'énergie, semblable au processus biologique que nous connaissons bien. Et enfin, peut-on parler d'énergie dans les transformations sociales ? Si l'on reprend la même analogie, imaginez un mouvement social, comme une petite étincelle dans la société, semblable à une graine qui commence à germer. Pour qu'un mouvement social prenne de l'ampleur et devienne une force de changement, il a besoin de beaucoup d'énergie et de ressources. Cela inclut le temps, l'effort, l'engagement des personnes et parfois même des sacrifices. Cette étape est endothermique car elle absorbe une grande quantité d'énergie, de ressources de la société pour initier le changement. C'est un peu comme préparer un grand festin, il faut beaucoup d'ingrédients, de préparation avant de pouvoir servir le plat. Et une fois que ce mouvement social a atteint un point critique, il peut déclencher une révolution, un changement rapide. Toute l'énergie sociale et politique accumulée est maintenant libérée en peu de temps, provoquant des transformations rapides et souvent spectaculaires. Cette étape est exothermique, car elle libère une grande quantité d'énergie sociale et politique. C'est comme une éruption volcanique, toute la pression accumulée à l'intérieur de la Terre est soudainement libérée en une explosion puissante et transformatrice. Et voilà, nous avons exploré ensemble les fascinants aspects de l'énergie et de ces transformations dans notre monde. Et pourquoi donc tout cela est-il si crucial aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que la compréhension de l'énergie est la clé pour sauver notre planète. En parlant de décarbonation, souvenez-vous de notre exploration des transformations endothermiques et exothermiques. Mais maintenant, réfléchissons ensemble. Chez vous, comment pouvez-vous identifier et optimiser les processus endothermiques et exothermiques ? Et vous, quel rôle allez-vous jouer dans cette révolution ? Pouvez-vous initier ou participer à des projets de transition énergétique dans votre communauté ou dans votre future entreprise? Pouvez-vous sensibiliser votre entourage à l'importance de ces transformations énergétiques? Pour conclure, souvenons-nous que chaque petit effort compte, que ce soit une simple graine ou un grand mouvement social, ensemble, collectivement, nous pouvons provoquer les transformations nécessaires pour un avenir durable et décarboné. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage énergétique interdisciplinaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.